Les attentats et les tentatives d'assassinat contre des hommes politiques, on connaît. En France, c'est beaucoup plus rare. Un des cas les plus emblématiques est l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914. Un des plus emblématiques, mais pas le plus récent. Cet honneur revient à Paul Doumer, tué dans un attentat en 1932, alors qu'il était président de la République. Merci Axel pour cette précision historique. Alors que nous commémorons les 100 ans de l'entrée de Jean Jaurès au Panthéon, revenons sur l'histoire d'un homme devenu un mythe qui marque encore aujourd'hui la vie politique française. Je vais finir mon discours en citant celui qui reste un maître pour moi dans de telles circonstances. Je parle de Jean Jaurès. Jaurès disait « La nation, c'est le seul bien des pauvres ». Né le 3 septembre 1859 à Castres, Jean Jaurès est issu d'une famille modeste et conservatrice. Il grandit en milieu rural où il côtoie quotidiennement des paysans, et cela aura une grande influence sur sa vision de leurs conditions. Il est lauréat du concours général en latin et se hisse à la première place du concours d'entrée à l'école normale supérieure, devant Henri Bergson, qui lui deviendra prix Nobel de littérature en 1927, excusez du peu. Après ses brillantes études, Jean Jaurès devient professeur, puis maître de conférences. C'est à cette époque qu'il rencontre Louise Bois, avec qui il se marie. Ensemble, ils ont 2 enfants. Il se tourne vers la politique lors des élections législatives d'octobre 1885. Il est élu au premier tour et devient le benjamin de la Chambre des députés à seulement 26 ans. À ce moment-là, il siège parmi les Républicains. Républicain Ciotti, républicain Barnier. Républicain Ferry. Ferry. Jules Ferry. Jules Ferry, évidemment. Il faut savoir qu'à l'époque, les Républicains sont classés à gauche. Oh, intéressant. Mais à droite, on a qui alors? Les monarchistes? Il y avait aussi des Républicains de droite, mais il y avait encore beaucoup de monarchistes, oui. Alors qu'il est resté dans les mémoires pour son rôle dans la création du Parti socialiste au début du XXe siècle, Jean Jaurès est à ce moment-là rebuté par l'apologie de la violence des députés socialistes. En parallèle, il développe un intérêt de plus en plus fort pour la cause des mineurs, dont il tente d'améliorer les conditions de travail. C'est d'ailleurs en 1885 qu'Émile Zola publie son célèbre roman Germinal, un véritable best-seller évoquant la condition des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais. La société et la classe politique française à l'époque ouvrent les yeux sur cette réalité. Après ses premiers faits d'armes à l'Assemblée, Jaurès est battu lors des législatives de 1889. Il se rapproche alors du courant socialiste. Il se lie d'amitié avec Jules Guesde, fondateur du Parti ouvrier français et celui qui introduit le marxisme en France. Jaurès signe notamment un article intitulé « Nos camarades, les socialistes allemands ». Une proximité avec l'Allemagne qui lui vaut le surnom d'Herr Jaurès chez ses adversaires politiques. Sa mue socialiste s'opère notamment lors de l'épisode de la grève des mineurs de Carmaux en 1892. Ces derniers proteste contre le licenciement d'un des leurs, Jean-Baptiste Calvignac, à qui il est reproché de multiples absences. Mais ces absences sont dues à ses obligations en tant que maire de Carmaux. Et c'est là le nœud du problème. Ses camarades prennent fait et cause pour lui, considérant qu'on le licencie pour mieux les museler. C'est le début de la grève. Le président Sadi Carnot envoie alors 1500 soldats pour mater la rébellion et d'après lui pour garantir, tenez-vous bien, la liberté du travail. C'est ce qu'on peut appeler la manière forte. On peut en conclure que Carnot n'était pas le plus grand ami des socialistes, si je comprends bien. Il était républicain et représentait surtout le parti de l'ordre contre les grévistes. À ce moment-là, la grève devient un enjeu national. Aux côtés de Clémenceau et Péguy, Jaurès prend la défense des ouvriers et soutient la grève, accusant la République d'être aux mains du monde de la finance et des capitalistes. Sous pression, le gouvernement pousse alors la réintégration de Jean-Baptiste Calvignac, ce qui met fin à la grève. En 1893, Jaurès, qui a gagné en notoriété avec cette affaire, est à nouveau élu député en tant que républicain socialiste. Jaurès veut en effet rapprocher le socialisme de la République et la République du socialisme. Il passe sa vie à essayer à rapprocher les courants socialistes les plus révolutionnaires qui détestent ce qu'ils appellent la République bourgeoise et les plus modérés qui, de leur côté, rejettent la violence politique. Un peu comme François Hollande. Oui, en moins mou. Jean Jaurès joue un rôle clé dans l'affaire Dreyfus. Alors, il faut que je vous explique l'affaire Dreyfus en 2 mots? Oui, faisons très court. C'est l'histoire d'un capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, de confession juive, qui se trouve accusé à tort, en 1894, de trahison avec l'Allemagne. L'affaire dure plus de 12 ans. Efficace. Et le débat autour de sa culpabilité va enflammer la France et la diviser en 2. On parle de Dreyfusards et d'anti-Dreyfusards. D'accord, un petit peu comme les vax et les anti-vax au moment du Covid. Non. Jaurès n'était pas un Dreyfusard de la première heure. C'est même tout le contraire. Il était tout d'abord
convaincu de sa culpabilité. Oui, en 1898, après la fameuse tribune J'accuse d'Émile Zola, un texte enflammé de soutien à Dreyfus dans l'Aurore, Jaurès écrit « Race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain, quand ce n'est pas par la fièvre du prophétisme, qui manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste. » Alors, pour être clair Axel, aujourd'hui, ces propos seraient considérés comme antisémites. Oui, et des phrases comme ça, il y en a beaucoup d'autres. Rappelons qu'on est fin du 19e siècle, bien avant le génocide juif commis par les nazis, et à cette époque, ces déclarations ne choquent pas le grand public. L'antisémitisme et les préjugés sur les juifs et l'argent sont même fréquents dans les écrits ouvriers. Il y a pourtant bien des gens pour soutenir Dreyfus, non? Oui, d'ailleurs Jaurès reproche ses positions dreyfusardes au Figaro, seul grand journal à soutenir l'officier. En fait, c'est au moment de la condamnation de Zola, suite au scandale provoqué par sa tribune J'accuse, et la révélation par ce même Zola d'un faux fabriqué par le commandant Henry visant Alfred Dreyfus, que la position de Jaurès change. Il devient alors un des plus grands soutiens du capitaine. Il s'oppose fermement aux anti-dreyfusards de droite comme de gauche. Dans le journal socialiste républicain qu'il co-dirige, La Petite République, il publie les preuves relatives à l'affaire Dreyfus. Il est alors la cible des anti-dreyfusards qui n'hésitent pas à le caricaturer en éléphant alcoolique. Jaurès considère que cette affaire dépasse le sort de Dreyfus et que c'est la défense de la République qui est en jeu, mais aussi parce qu'il finit par être dégoûté par l'antisémitisme. En 1899, il redoute que l'affaire profite aux nationalistes qui veulent faire tomber la République, coupables à leurs yeux d'affaiblir l'armée. À cette époque, la moitié de la France ne pense qu'à une seule chose, prendre sa revanche sur l'Allemagne. Un petit peu comme mon père, après la demi-finale de Coupe du Monde 1982 à Séville. Ouh là là, tu t'égares mon cher Romain, tu es hors jeu. Quand le capitaine Dreyfus est innocenté en 1906, Jaurès devient un homme politique de premier plan en France. En 1902, Jean Jaurès fonde le Parti socialiste français, qui se veut réformiste plutôt que révolutionnaire. La même année, il regagne son siège de député. Réélu 3 fois jusqu'à sa mort, il y défend notamment l'impôt sur le revenu. Mais c'est surtout l'année 1905 qui est importante pour Jaurès. Il crée la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste actuel, lors du Congrès de Paris. Et ce n'est pas rien, car cette création est le fruit d'un long chemin politique où Jaurès tente tant bien que mal d'unir les courants socialistes. Les plus révolutionnaires, incarnés par Jules Guesde, comme les plus modérés, qu'on appelle les sociodémocrates. Jaurès était toujours accusé de pactiser avec la bourgeoisie pour les uns et de trop composer avec les collectivistes pour les autres. Jaurès devient, à l'étranger, le représentant du socialisme français, imposant sa ligne réformiste au sein de son parti face à Jules Guesde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il crée en 1904 le journal L'Humanité. Mais Axel, Jaurès, il est socialiste. Et l'Humanité, c'est communiste, non? Cela ne l'était pas au début. L'histoire est complexe. Ce n'est qu'à partir de 1920, année de la fondation du Parti communiste, 6 ans après la mort de Jaurès, que le journal devient communiste. Et va le rester. D'ailleurs, c'est un journal qui existe toujours aujourd'hui. Et on passe le bonjour à nos amis de l'Humain. Il y a aussi un autre événement important en 1905. C'est le vote de la célèbre loi de séparation de l'Église et de l'État, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Et Jaurès en est un acteur principal. Il défend la laïcisation de la République depuis ses tout premiers engagements républicains. Pour défendre sa loi, il doit d'un côté faire face aux conservateurs catholiques, emmenés par Charles Maurras, qui lui rappellent les racines chrétiennes de la France. De l'autre côté, Jaurès reproche aux nombreux athées militants chez les socialistes et les radicaux de gauche d'en faire trop dans l'anticléricalisme. À ses yeux, ils mettent en danger le vote de la loi. Jaurès s'impose comme le chef de l'opposition de gauche socialiste. En plus de soutenir de nombreuses grèves, il critique le colonialisme, s'oppose clairement à la peine de mort et soutient, plus timidement, le droit de vote des femmes. Timidement, c'est le mot. C'est-à-dire ? À l'époque, le droit de vote des femmes est loin d'être sa priorité et les socialistes s'y intéressent peu. Il y a par exemple très peu de femmes dans la SFIO, surtout dans les rangs républicains. On considère que donner le droit de vote aux femmes, réputées très proches de l'Église, ferait tomber la République, ou en tout cas ferait gagner la droite. C'est bon, j'ai été court là ? On va dire que oui, mais tu peux mieux faire. Jaurès est aussi avant tout un pacifiste. Il considère que les classes populaires sont les premières victimes de la guerre. On est loin de l'époque des chevaliers issus de la noblesse. Pour autant, son pacifisme ne l'empêche pas d'être passionné par les stratégies militaires. À ce propos, il faut juste rappeler que Jaurès est né dans une famille qui comptait de nombreux militaires en son sein. Très bonne remarque, et courte en plus. Jaurès rédige même en 1910 une proposition de loi pour réformer l'organisation de l'armée qu'il intitule « L'armée nouvelle ». Il préconise qu'elle joue un rôle social et d'éducation.
Il n'est donc pas antimilitariste, comme de nombreux socialistes dont il se démarque. Il prône une stratégie défensive contre la vision offensive de l'état-major. Il prévient également contre l'armée de caserne et préconise plutôt la création de milices composées de simples citoyens sur le modèle de la Révolution française. Contestée par ses adversaires, mais aussi dans son propre parti, la loi n'est pas adoptée. En Allemagne, une loi augmentant les effectifs de l'armée est votée. En France, en réponse, le député libéral Émile Drian propose la loi des 3 ans qui fait passer la durée du service militaire de 2 à 3 ans par crainte d'une attaque surprise. En effet, quand on met en place ce type de loi, c'est que la guerre n'est plus très loin. Jaurès l'a bien compris et s'oppose alors vigoureusement à la loi des 3 ans. En fait, depuis des mois, il ne croit qu'en l'international et se rapproche du SPD allemand afin d'éviter l'engrenage de la guerre. Le SPD est devenu la première force politique d'Allemagne, mais il ne peut pas accéder au pouvoir face à la coalition des autres partis. Jaurès se rend outre-Rhin à des meetings communs, une position largement critiquée en France. Chacun le sait, M. Jaurès, c'est l'Allemagne, écrit d'ailleurs Charles Maurras. Le 25 mai 1913, près de 150 000 personnes selon l'Humanité assistent à un discours de Jaurès contre la loi des 3 ans au Pré Saint-Gervais, près de Paris. 150 000 personnes, c'est en gros 2 fois le Stade de France. Et alors? Ça permet de mieux se rendre compte. Tu prends les gens pour des imbéciles, ils savent très bien ce que ça fait, 150 000 personnes. Malgré cet énorme soutien populaire, la loi est votée en juillet par la droite, le centre et une partie des radicaux. Le service militaire est allongé. Alors, la guerre peut-elle encore être arrêtée? Non, pas vraiment là. Mais laisse-moi créer un petit peu de suspense, s'il te plaît. Pour le camp pacifiste, l'année 1914 est d'abord vectrice d'espoir. La SFIO remporte 102 sièges aux législatives. Un record pour elle. Elle se place en deuxième partie, derrière le parti républicain radical et radical socialiste. Mais ce n'est pas assez pour gouverner. Le contexte guerrier n'est pas restreint à la France. C'est dans toute l'Europe que les tensions montent. Alors, Jaurès redouble d'efforts pour empêcher cette guerre dont il craint tant les conséquences. Surtout, il en est les causes. Son rejet du nationalisme étant au cœur de son engagement politique. Au-delà du meeting du Pré Saint-Gervais, Jaurès continue de tenter de rallier les ouvriers allemands à sa cause. L'objectif, une grève générale, notamment au sein des industries militaires dans plusieurs pays si la guerre venait à être déclarée. Mais même au SPD, la ligne guerrière prend de plus en plus de poids. La peur du tsarisme russe l'emporte sur l'international. Bonne remarque. De son côté, Jaurès multiplie les prises de position à l'Assemblée. 3 jours avant sa mort, il déclare « Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 ou 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie. Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. » Une déclaration prémonitoire, la Première Guerre mondiale ayant été a posteriori qualifiée de véritable boucherie, avec ses 9 millions de morts et 21 millions de blessés. Petit point chronologique, le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, l'accusant d'avoir armé Gavrilo Princip, le terroriste qui a tué l'archiduc François Ferdinand. C'est ce qui va déclencher le processus des alliances menant à la Première Guerre mondiale. Même là, Jaurès ne lâche pas et pousse le gouvernement français à faire pression sur la Russie, alliée de la France et protectrice de la Serbie, à ne pas entrer en guerre. Ironie de l'histoire, alors qu'il a tenté d'empêcher cette guerre à tout prix, Jaurès n'en voit pas le début. Le 31 juillet 1914, alors qu'il prépare la rédaction d'un nouvel article, il va dîner avec des collaborateurs de l'Humanité et quelques cadres de la SFIO au Café du Croissant à Paris. Quelques heures auparavant, il aurait appris de la part du gouvernement français que les socialistes allemands étaient prêts à soutenir l'ordre de mobilisation générale. Info importante. Et, alors qu'il est adossé à la vitre, il est victime de 2 coups de feu tirés à bout portant par Raoul Villain. Le bien nommé ? Des médecins arrivent sur les lieux, mais ne parviennent pas à sauver l'homme politique. Jean Jaurès est déclaré mort dans la soirée. D'ailleurs, la petite histoire raconte que c'est pour ne pas finir comme Jaurès que Jean-Luc Mélenchon refuserait systématiquement de prendre un repas dos à la vitre quand il est au restaurant. La mort de Jaurès change tout en France. Sans lui, le mouvement pacifiste perd son plus grand porte-parole. Symboliquement, son assassinat semble montrer que l'heure n'est plus aux paroles, mais à l'action mécanique des pistolets, des fusils et bientôt des chars et avions de combat. Jaurès était le dernier obstacle au déclenchement de la guerre. À sa mort, de nombreux socialistes rallient l'Union sacrée, l'union transpartisane pour faire front commun au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Entre le 28 juillet et le 13 août 1914, l'engrenage des alliances déclenche la guerre. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4, le Royaume-Uni à l'Allemagne. Les 11 et 13, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. La grande grève des ouvriers n'a pas lieu. L'ordre de mobilisation générale est donné. Place à la guerre. De son côté, Jean Jaurès laisse sa femme veuve et ses enfants orphelins. Pour ne rien arranger à leur malheur, l'assassin de Jaurès est acquitté le 29 mars 1919 et Madame Jaurès doit payer les frais du procès. Petite précision, si Raoul Villain est acquitté, c'est dans un contexte d'après-guerre où la ferveur nationaliste a gagné le jury populaire. La mort de Jaurès marque toute la classe politique française et provoque une émotion nationale. À l'issue de la Grande Guerre et de ses massacres, de nombreuses communes, le plus souvent socialistes, bâtissent des rues, des places et des écoles en l'honneur du tribun. En 1924, la France est gouvernée par le cartel des gauches, une grande coalition des partis de gauche qui décide de transférer la dépouille de Jaurès au Panthéon lors d'une grande cérémonie nationale. Aujourd'hui, Jean Jaurès est une personne consensuelle dans le discours politique, voire une figure mythique intouchable. Ainsi, en 1981, quelques jours après avoir été élu président de la République, le socialiste François Mitterrand rend hommage à Jaurès en allant fleurir sa tombe au Panthéon. À droite, Nicolas Sarkozy s'est particulièrement illustré en citant à de nombreuses reprises le tribun de Carmaux dans un discours à Toulouse en 2007 lors de sa campagne présidentielle. En 2012, le futur président socialiste François Hollande, l'homme de la synthèse au PS, termine sa campagne par un discours à Carmaux vantant les mérites du député du Tarn. J'ajoute qu'en 2017, il est aussi cité par Emmanuel Macron, mais également par le FN de Marine Le Pen qui rappelle son discours contre l'importation de main-d'œuvre étrangère dans les travaux agricoles en 1895, à l'époque où la gauche marxiste et la CGT défendaient une politique ferme contre l'immigration, considérée comme armée de réserve du capitalisme. La figure de Jaurès est tellement consensuelle aujourd'hui qu'en 2020, sa lettre aux instituteurs et institutrices est lue dans de nombreux établissements scolaires lors d'une minute de silence rendant hommage à Samuel Paty. Reste que Jaurès n'a pas toujours été cette figure quasi intouchable. Voué aux gémonies par la droite nationaliste pour son rôle dans l'affaire Dreyfus ou encore son pacifisme, sa figure est alors loin d'être consensuelle. À gauche, il n'a pas non plus été épargné. Les collectivistes et les marxistes révolutionnaires lui reprochent souvent sa volonté de conciliation. Si Jaurès est admiré, c'est aussi parce qu'il représente un profil d'homme politique qui a tendance à disparaître. Tribun, orateur avec une culture politique, littéraire et livresque impressionnante. Pour comprendre son pacifisme et son idéalisme, il faut avoir en tête que Jaurès est beaucoup plus proche de la Révolution française que des tragédies du XXe siècle, les deux guerres mondiales et les millions de morts du totalitarisme qu'il n'a pas connus. Pour conclure, disons que Jaurès est surtout employé à concilier socialisme et république en rejetant la violence révolutionnaire. C'est exactement ça! Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater nos prochains numéros, ainsi que nos reportages et nos autres formats. Enfin, vous trouverez toutes nos sources dans la description de cette vidéo.